Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Olivier Janouex. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Ensemble, nous allons revenir sur ce qu'a fait l'Union européenne durant la crise du Covid-19. En préambule, je rappellerai que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais relève de la compétence des États membres. Effectivement, quand on regarde les traités européens, la santé est ce qu'on appelle une compétence d'appui et de coordination. Ça veut dire que la décision finale reste dans les mains des États membres et ce que peut faire l'Union européenne, c'est juste essayer d'inciter les États membres à aller dans le même sens. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si un État choisit d'orienter sa santé plus spécifiquement sur un domaine, par exemple sur de la santé publique, ou si un État souhaite davantage orienter sa santé, par exemple sur un domaine de santé privée, ça, c'est au choix des États. Par contre, ce que peut faire l'Union européenne, comme c'est après une compétence d'appui et de coordination, l'Union européenne a possibilité par contre de développer des petits programmes, notamment pour aider à faire de la recherche, notamment dans le domaine médical. D'abord, pour ralentir la propagation du virus, il y a eu la fermeture des frontières extérieures et aussi intérieures afin d'éviter les déplacements et donc la propagation du virus. Effectivement, et ce qui est très important de rappeler, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser ou contrairement à ce que beaucoup de gens, imaginent, les frontières n'ont pas disparu au niveau européen. Les frontières internes n'ont pas disparu au niveau européen et cette crise a permis de le rappeler. Et ce qui est vraiment, autre point qui est très intéressant, c'est que les États sont toujours maîtres de la gestion de leurs frontières, notamment sur les États qui sont membres de l'espace Schengen. Donc si un État souhaite, choisir de fermer sa frontière, il peut tout à fait le faire. Là où l'Union européenne peut intervenir, c'est de dire aux États, de dire à tous les États, voilà, là il y a une crise sanitaire, il y a un problème, il faut que là maintenant tous les États doivent fermer leurs frontières. Mais en soi, les États ne sont pas forcément obligés d'attendre que l'ordre vienne de la Commission européenne. Il y a également eu la mise à disposition de matériel donc médical, mais aussi l'accueil de malades français en Allemagne, par exemple, une autre initiative assez importante. Effectivement, surtout deux initiatives en la matière. Premièrement, sur la mise à disposition de matériel médical, là, ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne a concrètement investi et a utilisé son budget afin d'acheter du matériel médical pour fournir l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc ça a été notamment le cas avec l'initiative Rescue. Et dans le cadre de l'accueil des malades, notamment quand c'est les hôpitaux allemands qui ont accueilli des malades, notamment venant de France et d'Italie et d'autres régions, là c'est une coopération entre les différentes régions et entre les différents États qui s'est mis en œuvre. En ce qui concerne la recherche médicale, des centaines d'équipes de scientifiques ont donc travaillé dans toute l'Europe pour tester des traitements, mais aussi pour tenter de trouver un vaccin. Qu'est-ce que vous pensez de l'avancée des recherches? Alors au niveau de l'avancée des recherches, bon, tout, tout dépend en fait du médicament. Si vous voulez, actuellement au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Agence européenne du médicament, il y a plus de 140 traitements médicaux qui sont surveillés, ainsi qu'une trentaine de candidats vaccins qui sont aussi surveillés. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, on a financé en fait toutes les entreprises, les universités et les hôpitaux qui déployaient et qui mettaient en œuvre des programmes de recherche ou de développement de médicaments. Et il est intéressant de noter que au niveau de l'Union européenne, on a autorisé, du moins on a eu une mise sur le marché conditionnel d'un premier médicament ayant fait ses preuves contre le coronavirus. Les différents États se sont aussi coordonnés pour rapatrier les citoyens de l'Union européenne bloqués dans d'autres pays à travers le monde. Est-ce que tous les citoyens bloqués à l'étranger, ils ont pu être rapatriés donc? Alors, la plupart ont pu être rapatriés. Alors, sur les derniers chiffres qu'on a, on estime qu'à peu près, au moment où la crise s'est déclenchée, il y avait à peu près 600 000 ressortissants européens qui étaient coincés à l'étranger. Et au niveau de l'Union européenne, on a réussi à rapatrier plus de 500 000 citoyens, sachant que ces coûts de rapatriement ont été en partie pris en charge par le budget européen. D'un point de vue donc économique, l'Union européenne a proposé un programme d'aide de plusieurs centaines de milliards d'euros, un plan de relance donc de 750 milliards d'euros précisément, une somme assez conséquente. 750 milliards effectivement, dont 390 milliards de subventions qui seront données aux États, notamment qui ont été le plus fragilisés par la crise économique, dont notamment on pense surtout à l'Espagne et l'Italie, et 360 milliards de prêts qui seront aussi donnés, qui seront aussi prêtés aux États afin notamment de les aider dans le cadre de leur relance économique. Et ce plan de 750 milliards, il est vraiment très important parce que c'est la première fois qu'on pousse la logique de solidarité entre les pays européens aussi loin.
Un autre volet assez important, c'est la mise en place d'un pont aérien humanitaire pour acheminer donc de l'aide à des pays d'Afrique et organiser des opérations de rapatriement, une initiative également assez importante. Effectivement, si la crise en fait a durement frappé l'Europe, il ne faut pas oublier que le virus en fait continue à circuler dans le monde entier. Et quand on regarde les informations actuellement, il y a des continents qui sont maintenant actuellement plus touchés qui sont plus touchés que l'Union européenne. Et en fait, ce qui se passe pour les pays africains, on a donc notamment décidé de mettre en place donc ce fameux pont aérien afin de mettre à disposition des moyens matériels et humains aux pays qui pourraient se retrouver à devoir gérer une crise, la crise sanitaire, sachant qu'il ne faut pas oublier que les pays africains étant quand même, en règle générale, moins développés que nos pays européens à nous, les systèmes, pareil, les systèmes de soins sont moins développés. Donc, s'ils ont une transmission du virus, une circulation du virus qui est aussi importante que chez nous, ça pourra très vite se transformer en drame humain. Et c'est d'où la raison pour laquelle on a mis en place ce pont aérien. Un mot aussi pour la lutte contre les fake news liées au Covid-19. Tout en garantissant la liberté d'expression, l'Union européenne a aussi renforcé donc la lutte contre les fake news, car il est vrai qu'il y en a eu pas mal durant la crise, hein. Ah bah, remède miracle ou farfelu, complot mondial, prophète auto-acclamé, virus artificiellement créé en laboratoire ou transmissible par les ondes ou les antennes radio ou je ne sais quoi. Non, effectivement, on a eu le droit à notre lot de fausses nouvelles et d'infox. Ça pourrait, quand on voit certaines fausses informations qui ont circulé, par exemple, notamment celle qui disait qu'en fait il suffisait de boire de la javel pour être guéri du Covid-19. Pour les personnes un tant soit peu sensées, ça peut faire rire, mais pour d'autres personnes, certaines personnes peuvent le prendre à titre Le prendre au pied de la lettre. peuvent le prendre au pied de la lettre. Donc ce qui fait que ça provoque notamment un danger pour les citoyens. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une partie de ces fausses informations qui viennent de l'étranger, notamment de la part de certains États, afin de soit par exemple se donner une meilleure image ou voilà, surtout d'essayer d'avoir une meilleure image. Et donc là, au niveau de l'Union européenne, ce qui s'est passé, c'est que on a les institutions européennes. En fait, alors, on avait déjà un plan de lutte contre les fausses informations, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et en fait, on a réutilisé les mécanismes existants, grosso modo, qui demandaient, notamment par exemple aux réseaux sociaux, de supprimer assez rapidement les contenus farfelus ou propageant des informations plus rapidement que ce qui est prévu à la base dans la loi. Donc en fait, on a réutilisé ces mécanismes-là dans le cadre de la crise du coronavirus. Et afin de lutter contre les ingérences extérieures en matière de réinformation sur le Covid-19, le service extérieur de l'Union européenne a aussi été mobilisé afin de publier des démentis et des débunkages, entre guillemets, afin de les fournir au gouvernement, afin que chaque gouvernement puisse, en fonction des différentes fausses informations qui ont été utilisées, afin qu'il puisse les traiter. Mais alors, qu'est-ce que la crise sanitaire a révélé du fonctionnement des institutions européennes? Est-ce que peut-être aussi aussi de la situation sanitaire, économique, etc. dans certains pays? Bah, cette crise sanitaire, en fait, a révélé beaucoup de choses. Pour ceux qui ont l'habitude de l'Union européenne, ils savent que l'Union européenne, en fait, est un peu tiraillée entre certains modes de fonctionnement. On a des modes de fonctionnement où c'est la Commission européenne qui va prendre la décision. On a d'autres modes de fonctionnement où ce sont les États qui vont prendre la décision. Comme on l'avait rappelé au début de cette émission, quand les États prennent la décision, bah, ce sont les États qui décident. Et ce n'est pas forcément la Commission européenne qui va intervenir ou le Parlement. Et ce qui fait qu'en fait, quand on regarde les choses de loin, bah, on voit que dans certains cas, ça agit très vite. On voit que dans d'autres domaines, ça agit moins vite. Et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi il y a cette différence de traitement entre les politiques au niveau des institutions européennes. Après, oui, on a eu au niveau de la réalité économique et territoriale des territoires, effectivement, ben, on se rend tout simplement compte que l'Union européenne est riche de sa diversité et en fait que la transmission du virus et la circulation du virus dépend beaucoup des réalités territoriales et aussi par exemple de l'âge de la population. Quand on prend l'Italie, on a des populations qui sont assez massées dans des grandes villes et c'est une population qui est assez âgée et on sait que ça c'est deux facteurs qui sont
qui ont un rôle assez important dans la circulation du virus. Si vous prenez des États, par exemple, comme l'Estonie, qui sont des États qui sont beaucoup plus jeunes et avec une densité de population qui est beaucoup moins importante, où ce sont davantage des petites villes de campagne et ainsi de suite, cet écart, cette distanciation sociale de fait entre les différentes villes fait que la circulation du virus est beaucoup moins importante ou qu'elle peut être cassée beaucoup plus facilement. Merci Olivier Janouex d'avoir été avec nous pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Merci. Merci.